Alors, que font les entreprises? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui restées au stade de ce que je vais appeler la cosmétique et le déculpabilisant? Alors, vous allez me trouver bien provocatrice, mais j'ai réellement envie de savoir, justement, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a fait sortir la plupart des entreprises de leur démarche pour aller vers quelque chose de moins symbolique et de plus engagé et engageant pour l'ensemble des entreprises. Ça va être la thématique de cette deuxième table ronde où plusieurs représentants d'entreprises de différents domaines vont venir témoigner et débattre justement de ce changement. J'accueille donc pour cette deuxième table ronde Nathalie Simenauer, directrice environnement et développement durable de chez Air France, Agnès Bayot, déléguée expérience client GRDF, Viviane Fraisse, responsable RSE à la Fédération française de tennis, Stéphane Lamadon, directeur de la formation métier opérationnel à Disneyland Paris, et Cédric Turini, directeur RSE, Fédération nationale des caisses d'épargne. On peut les applaudir, s'il vous plaît? Une jolie brochette. Alors, merci d'avoir répondu présent à cette table ronde pour témoigner et puis pour débattre de ce sujet. On l'a vu, bien souvent, le début des démarches, elles étaient contraintes par la loi. Aujourd'hui, on sent bien cette nécessité sociétale à faire et l'engagement, du coup, va au-delà de la contrainte. La première question que je vous pose à tous les cinq, c'est justement comment avez-vous abordé ce changement de cette RSE législative à un engagement justement au-delà de la contrainte? Comment avez-vous nourri cette réflexion au cours de ces dernières années? Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple majeur dans vos sociétés? Alors, je vous propose de démarrer avec Agnès, si tu veux bien. Donc chez GRDF, l'entreprise que je représente, donc on s'est trouvé en 2018 devant une contrainte réglementaire. Souvent ça commence comme ça. La contrainte réglementaire, c'était la loi pour une république numérique et l'obligation qu'on avait de rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes, de rendre accessibles nos accueils téléphoniques. Donc ça, c'est une loi qui devait être mise en place dès le 7 octobre 2018. Donc garantir aux personnes sourdes et malentendantes l'accessibilité à notre service. L'objectif de cette loi, c'est de réduire l'isolement qui touche ces populations et puis de faciliter toute leur démarche. Alors ce qu'on a fait, nous, on s'est dit qu'on allait aller un peu au-delà de cette contrainte réglementaire, de pas faire que la subir et au contraire d'en faire une opportunité. Donc on l'a inscrite très clairement dans notre RSE, dans notre politique RSE, dans notre projet d'entreprise de GRDF. Et on a travaillé notamment sur toute la démarche responsabilisante. Alors le choix qu'on a fait, on avait déjà fait un POC, une expérimentation, et puis pendant 2 ans, on a fait le choix là, de lancer un appel d'offres et cet appel d'offres, on l'a ouvert largement et en demandant aussi à des startups de se positionner dessus. Donc on a fait le choix de Roger Voice, je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle, mais en tout cas, voilà, on a choisi Roger Voice, c'est une petite start-up. Alors pourquoi Roger Voice? Parce que c'est une start-up et ça c'était important de nous ouvrir aussi à cet univers. Le service qu'ils nous proposaient, qu'ils nous proposent toujours d'ailleurs, il est parfaitement en adéquation avec ce qu'on demandait, nos besoins et puis aussi avec nos valeurs. Et puis j'avoue qu'on a été très sensibilisés à l'histoire du directeur général de Roger Voice,
Monsieur Olivier Janel, qui est lui-même sourd depuis l'âge de 2 ans. Ça aussi, ça a joué dans le choix. Et puis après, on a implémenté donc cette solution. Nous, on a forcément GRDF, c'est des gros systèmes d'information. Pour l'implémenter, il a fallu les petites solutions des startups. Il y a toujours une petite difficulté, on va dire, sur le choix technologique. Et on a travaillé en mode agile, donc là aussi sur des nouveaux modes de fonctionnement pour notre entreprise. On a vu qu'au niveau du projet, ça se passait plutôt bien. Et puis là, on est en train de travailler plutôt là, sur la phase opérationnelle. On est en train de travailler à voir comment ils vont pouvoir s'adapter, comment ils sont en train de s'adapter, Roger Voice, cette petite start-up, à nos contraintes de grande entreprise. De grande entreprise qui touche à un public. Voilà, nous, on a besoin d'avoir des reportings réguliers, comme toute grande entreprise. On a voilà, des besoins que eux ne connaissaient pas, en tout cas n'avaient pas encore appréhendés. Et là, on est en train de les accompagner sur le sujet. Très bien. Bon, on va continuer avec Stéphane alors. Alors, en fait, chez Disney, déjà, je voudrais rebondir sur l'enquête qui a été partagée par l'AFNOR pour dire que, je ne sais pas si Disney avait été interrogé, mais quand je regarde un peu la classification, je pense qu'on peut ranger l'entreprise sous le bilan chaîne. Alors, je ne sais pas si ce qui a été fait, mais quand je regarde, moi, je suis depuis un peu plus de 20 ans dans l'entreprise. C'est une entreprise qui a un ADN de diversité, et quand on parle de RSE chez Disney, je pense que c'est lié vraiment à nos gènes. On a d'abord énormément de nationalités différentes, on a 120 nationalités représentées dans l'entreprise, une diversité homme-femme qui est quasiment à l'équilibre, 49-50%, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pas parce que c'est à l'équilibre que c'est parfait, donc il y a des choses vraiment améliorées de ce point de vue-là. Mais sous l'angle RSE, je pense que chez Disney, il y a un aspect qui a toujours existé, c'est l'accueil des personnes handicapées. Parce que ça fait partie de l'offre qu'on doit pouvoir proposer à l'ensemble de nos visiteurs, y compris ceux qui ont un handicap. Et c'est un vrai challenge quand on a une activité comme la nôtre, avec des attractions et avec une multiplicité de contraintes liées à la mobilité réduite, etc., mais qui implique d'intégrer l'accueil des personnes à mobilité réduite ou sous toute forme de handicap d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de celles-là, mais il y en a beaucoup d'autres et qui ont aussi des contraintes quand on est dans des activités de loisirs. Donc d'intégrer ça dès la conception des attractions, et ça depuis l'origine de l'entreprise. Donc il y a un axe, le premier axe important, peut-être qu'on reviendra sur des exemples plus précis, mais il y a un premier axe important de RSE dans l'entreprise qui est vraiment la diversité. Il y a un deuxième axe qui est l'environnement. Alors juste à titre d'exemple, on est premier parc à thème à avoir sur notre site une station de traitement et de recyclage des eaux. En gros, on recycle une grande partie de nos eaux usées et on la réutilise pour tout ce qui peut être lié à l'arrosage, au nettoyage. Ça a représenté un volume d'économie d'eau potable extrêmement important. Un autre exemple assez emblématique, c'est on a en partenariat avec Pierre et Vacances construit un parc Village Nature consacré à l'environnement à côté de Disney. C'est pas un parc Disney, mais c'est une nouvelle approche, je dirais, de tourisme éco-responsable. Et l'une des initiatives fortes depuis le début, c'était de mettre en place de la géothermie. C'est-à-dire qu'on a été creusé très très profond dans le sol à l'emplacement de ce projet. Ce qui nous a permis de découvrir, enfin on avait découvert, on a été là chercher des sources d'eau très chaudes qui permettent d'alimenter non seulement ce parc Village Nature, mais aussi l'eau sanitaire des parcs et du Disneyland Hotel. Donc voilà, parmi les initiatives, il y a cette deuxième partie environnement. Et puis, il y a une troisième sur laquelle je reviendrai peut-être plus en détail après, c'est tout ce qui est lié à des actions de bénévolat et qui renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le sentiment d'appartenance et sur la fierté d'appartenance et le sens donné à l'activité de l'entreprise et celle qui peut être dépasser l'engagement propre, je dirais commercial ou business de l'entreprise et qui est chez nous tourné sur l'enfance à l'hôpital. On a vocation à accueillir évidemment des familles et principalement notre cible ce sont les enfants, mais en fait il y a
beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas venir nous voir parce qu'ils sont hospitalisés, qui sont malades. Et donc, il y a chez nous plus de 1000, on est à peu près 16-17 000 salariés. Il y a plus de 1000 salariés volontaires qu'on appelle, qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les Disney Volunteers. Alors, c'est un petit jeu de mots. Il y a le côté volontaire de volontaire et ears pour les oreilles de Mickey. Et qui donc chaque année, et évidemment en cette période de Noël encore plus, engage des actions de bénévolat vis-à-vis des enfants hospitalisés. Et notamment, il y a toute une politique d'emballage de cadeaux, après de distribution des cadeaux dans les hôpitaux. Voilà, on avait hier, alors je ne sais pas si vous le savez, mais c'était la journée mondiale du bénévolat. C'était pas seulement la grève, le lancement de la grève nationale, c'était aussi la journée mondiale du bénévolat. Et l'entreprise donc a fait un certain nombre d'actions, notamment avec le CHU de Lille, où un certain nombre de salariés, il y avait plus d'une centaine de salariés qui sont allés au CHU de Lille pour donner des cadeaux aux enfants hospitalisés. Voilà, ça fait partie des axes d'initiative, et je pourrais en parler longtemps parce qu'il y en a énormément dans l'entreprise sous des angles très différents. Oui, alors côté transport, côté Air France... Oui, alors, moi je vais parler de mon expérience. Donc moi je suis arrivée en fait à la direction développement durable il y a 4 ans, c'est-à-dire juste avant la COP 21. Alors quand je parlais de la COP 21, tout le monde me disait mais c'est quoi la COP ? Je crois qu'aujourd'hui quand on ouvre la radio, on parle de la COP 25 comme si voilà, c'était une évidence. Et en fait, effectivement, on se retrouve avec, je pense, l'accord de Paris, avec une vraie prise de conscience qui est quand même relativement récente, je trouve, de l'urgence climatique. Alors, c'est effectivement, l'urgence climatique nous met face à un vrai défi, à un vrai enjeu. C'est un nouveau combat dont s'est vraiment emparé les citoyens, et notamment les jeunes, hein, on l'a rappelé. Comme tout combat, il y a aussi des symboles, il y a aussi parfois... je vais peut-être provocatrice, mais des boucs émissaires. Et en fait, l'aérien, aujourd'hui, se retrouve un petit peu au cœur de cette polémique, on va dire. Alors, je dirais que, du coup, on parlait de comment on passe d'une RSE qui est peut-être une RSE, alors législative, en tout cas, une RSE corporate, à la nécessité, en fin de compte, hein, quand on est sollicité par les citoyens, quand on est au milieu d'un débat, à la nécessité de changer aussi de posture. Alors si je reprends bien sûr aussi l'enquête de l'AFNOR, je crois qu'on peut dire que chez Air France, on est aussi un joli chêne, parce que en fait, la démarche RSE, elle est vraiment... très ancrée, elle est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, en tant que compagnie aérienne, parce que très conscient de ce qu'on apporte, de la valeur économique, sociétale, de la richesse qu'apporte le déplacement, on est aussi extrêmement conscient, et depuis très longtemps, de notre impact environnemental et des enjeux qui sont associés. Et on n'a pas découvert avec les interpellations qui viennent du Nord et de la Suède et du flight shaming qu'on avait cette responsabilité. On n'a pas découvert avec Greta Thunberg qu'il fallait qu'on agisse. Donc ce sont des choses que l'on faisait, que l'on fait avec des enjeux, des ambitions, des engagements, mais effectivement que par peut-être modestie ou en tout cas une volonté très forte de ne pas être accusé de greenwashing, on ne souhaitait pas réellement communiquer. Parce que je pense que tout le monde connaît Air France, je ne suis pas sûre que tout le monde sache quels sont les résultats, les initiatives que l'on a en matière de réduction de notre empreinte environnementale, qui sont importantes. Hein. On a réduit de plus de 20% nos émissions de CO2, alors à la fois par passager kilomètre, mais pas que, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à avoir une certaine décorrélation entre l'augmentation du trafic et nos émissions de CO2. Je crois qu'on ne sait pas forcément beaucoup que Air France est leader des compagnies aériennes au Dow Jones Sustainability Index, qui est une notation de notre performance extra-financière.
Je crois qu'on ne sait pas non plus forcément qu'Air France a une fondation qui date de 25 ans, qui est extrêmement engagée pour le soutien de l'enfance en difficulté. Je crois qu'on ne sait pas non plus forcément que Air France est une entreprise très engagée auprès du secteur adapté. On fait partie des compagnies françaises qui ont le plus gros chiffre d'achat auprès du secteur adapté. Enfin voilà, plein de choses, parce que moi aussi je peux continuer longtemps. Donc en fait, aujourd'hui on se dit, on n'a certainement pas suffisamment communiqué, on n'a pas suffisamment fait savoir. Donc effectivement, ça nous motive, ça nous challenge ces discussions pour se reposer les bonnes questions et donc prendre des initiatives peut-être plus fortes, plus concrètes, plus proactives. Et donc l'ambition à 2030 que l'on devait de toute façon travailler puisqu'on avait des engagements et des objectifs forts à 2020, et 2020 c'est demain, ce qu'on aurait fait peut-être en chambre, en tout cas au sein de notre entreprise, on a décidé d'en parler beaucoup plus et de prendre des engagements beaucoup plus forts, et notamment sur 3 volets. Donc le premier qui est de s'engager à continuer à réduire notre empreinte environnementale. On s'est engagé à réduire de 50% nos émissions de CO2 par passager kilomètre d'ici à 2030. Mais aussi un deuxième volet plus proactif qui est d'annoncer que nous souhaitions compenser les émissions de CO2 de l'ensemble de nos vols domestiques pour aller plus loin, pour aller au-delà des réglementations et des compensations que nous devons d'ores et déjà régler au niveau réglementaire. Et puis le troisième volet, c'est bien sûr de préparer demain et de travailler sur un volet d'innovation dans la poursuite de ce qu'on fait aujourd'hui, mais notamment avec un partenariat qu'on a lancé avec la Fondation Solar Impulse, qui est de trouver toutes les solutions, à la fois écologiquement et économiquement viables, pour inventer l'aviation de demain. Super. Voilà. Merci. Alors écoutez, côté Fédération française de tennis, et peut-être plus précisément Roland Garros, qui fait rêver pas mal de gens. On va commencer par moi. De notre côté, on avait, en fait, dans la mesure où on organise un grand événement sportif, on avait tendance à penser que on faisait beaucoup de RSE depuis longtemps, sans le savoir, de manière naturelle. Et donc, on a volontairement engagé une démarche il y a quelques années, depuis 2014, où on s'est calé sur la norme ISO 20121, qui est en fait un dérivé de la norme ISO 26000, mais appliquée à l'événementiel. Et ça, c'était pour justement essayer de reporter, structurer, fixer des objectifs et mettre en place des actions de mise en conformité. Et ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a aidé dans nos process, dans nos évaluations, dans nos formations. Et puis parce que aussi il faut s'ancrer dans le territoire et que cette norme, elle a aussi vécu un peu comme l'ISO 26000, elle a maintenant 8 ans puisqu'elle est née avec les Jeux Olympiques de Londres. Et on se rapproche aussi du territoire. On vient de signer la charte Paris Action Climat. On a signé des engagements avec ONU Climat aussi. Et on s'engage à partir de maintenant à se lancer dans une trajectoire carbone à horizon 2030 qui visera à réduire drastiquement nos impacts. Puisqu'ils sont énormes, bien sûr, en termes d'émissions de CO2. Donc on aura une trajectoire carbone avec des actions totems autour des déchets, de l'énergie renouvelable, des transports et puis de l'alimentation durable. Et puis je dirais aussi que sur le plan accessibilité, on a aussi voulu, c'est peut-être un point sur lequel on a beaucoup insisté, on a voulu aller au-delà de l'aspect réglementaire justement. Et on est parti sur un concept d'accessibilité ressentie. Et donc on met en place une concertation chaque année avec des associations de personnes en situation de handicap qui nous permettent d'évaluer si réellement, oui, au-delà du cadre réglementaire, au-delà des prescriptions, eh bien, elles se sentent en situation de total confort en tant qu'usagers du tournoi. Donc là, vous touchez également à l'expérience visiteur, en fait. Oui, absolument. Directement. Merci. Alors, Cédric, le monde de la banque. La RSE. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Merci Maryse. On est filmé, Maryse? On est filmé ou pas aujourd'hui? Oui, vous êtes filmé. Ah, donc il ne faut pas que je dise trop de bêtises alors. Mais bon, on est entre nous, donc je vais... Bon, je ne suis pas là pour vous convaincre
de l'ambition qui est la nôtre sur ces sujets ou des nombreuses réalisations. La question, c'est en gros, qu'est-ce que nous ont apporté ces réglementations, et notamment sur la partie reporting, qui a été pour le monde de la RSE vraiment l'élément un peu structurant finalement ces dernières années. Je dirais qu'en tout cas pour les caisses d'épargne, c'est une entreprise qui a fêté ses 200 ans l'année dernière. Et à l'origine, en 1818, il y a le projet de 2 fondateurs qui sont ce qu'on appelle à l'époque des philanthropes, qui ont un projet sociétal qu'on appellerait aujourd'hui un projet de social business. Voilà. Donc ils partent pas du produit, ils partent pas de l'ambition économique, ils partent d'un besoin social très fort à l'époque qui est de permettre à des gens d'accéder à l'épargne pour pouvoir se prémunir des risques de l'existence. Et ensuite, ils réfléchissent au progrès et à l'innovation qui va être celle du livret A, du livret d'épargne pour tous. Donc ça, c'est très inspirant, je trouve, aujourd'hui à notre époque, de bien repartir des enjeux de nos sociétés pour essayer de voir comment construire des réponses qui soient vraiment adaptées aux besoins, finalement. Et c'est un peu aussi ça, l'esprit de service, que de délivrer un service qui soit véritablement utile et à valeur ajoutée. Donc ce souci, il a vécu au fil des années du développement des caisses d'épargne. Et pour preuve, très rapidement, de 3 chiffres, les caisses d'épargne sont la première banque financeur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Nous sommes nous-mêmes une banque coopérative régionale, donc ancrée dans cet écosystème. Je parle bien d'écosystème parce que tout ça, c'est basé sur certains équilibres. Premier financeur du logement social, première banque du microcrédit, l'une des premières entreprises mécènes de France. Quand on se compare au gros budget des multinationales, on n'a pas à rougir sur le périmètre France. Et tout ça, finalement, ça s'est fait de manière un peu naturelle. Et comment est venu percuter ce travail, notamment de formalisme et de reporting de la loi NRE, des nouvelles régulations économiques à l'époque, c'est qu'en fait, ça a permis de montrer, y compris en interne à nos dirigeants, que la RSE ne s'arrêtait pas à certains domaines d'action et qu'elle était totalement transversale. Ça a été un peu un choc au départ, finalement, d'aller mettre les pieds, y compris sur des sujets de ressources humaines, ce qui était loin d'être gagné. Et puis, ça a été la course à l'indicateur. Donc là, il a fallu brasser des montagnes d'indicateurs, s'organiser, se structurer pour faire remonter ces données qui, entre nous soit dit, pour la plupart, n'avaient ni queue ni tête. Il faut bien le reconnaître. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps, mais je pense qu'on a appris un certain nombre de choses en faisant ça. Et on arrive aujourd'hui, je pense, à dépasser cette logique de pur reporting à 2 niveaux, me semble-t-il. Un premier niveau, c'est justement par un travail d'élimination d'un certain nombre de ces indicateurs. Ce qui nous paraît vraiment essentiel aujourd'hui, c'est de se concentrer sur les indicateurs fondamentaux et de ne surtout pas nous perdre de temps sur des actions qui n'auraient pas d'impact significatif. Donc ça, c'était un premier travail très important qu'on a réalisé. Et ça s'accompagne d'une certaine vision stratégique et des enjeux de l'entreprise sur son secteur d'activité. Et quand j'entendais tout à l'heure qu'il y avait un besoin, la représentante de l'ADEME qui nous disait qu'il y avait un besoin d'accompagnement des entreprises, oui, il y a un besoin. Mais je dirais, en tout cas pour nous, secteur bancaire, il y a un petit déficit quand même de compétences sur ces sujets chez ceux qui sont susceptibles de nous accompagner. Parce que soit on a affaire à des consultants généralistes qui ne sont pas en pointe sur nos sujets, soit on a affaire à des cabinets de conseil qui ne sont pas des spécialistes particulièrement de la RSE, qui sont très bons sur le marketing, sur ces choses-là, mais qui ne connaissent pas les enjeux de RSE et de développement durable à proprement parler. Donc je pense qu'on a à progresser. Et du coup, ça se traduit par un deuxième axe dans nos entreprises, c'est l'organisation et la structuration de ces activités. Et donc ça, on le voit tous les jours, on est en train de monter en compétence nous-mêmes sur ces sujets. Il y a un management de la RSE aujourd'hui à mettre en place dans nos organisations, et on ne va pas se mentir, si on veut des résultats et des résultats tangibles, il faudra s'en donner les moyens. Et donc ça nécessite un minimum de ressources humaines dans l'entreprise, ça nécessite un minimum de budget. Et donc aujourd'hui, les caisses d'épargne sont en train de franchir progressivement ce cap, et ça se matérialise notamment par des démarches ISO 26000 plus ambitieuses que le simple reporting de l'époque, sur lesquelles on va vraiment aller déployer des plans d'action assez pointus. Voilà. Super, donc on voit bien à travers ces différents témoignages que les démarches sont plus ou moins anciennes, plus ou moins matures, mais en tout cas elles sont présentes. Elles ont toute cette envie aussi d'innovation et de faire bouger les lignes, quel que soit le domaine sur lequel vous choisissez de mettre l'accent. On le sait aussi, vous l'avez abordé, certaines marques
ou même globalement, la plupart des marques sont un peu la cible des critiques, et des critiques qui sont de plus en plus croissantes. Alors, le consommateur, on a dit certes qu'il était citoyen et qu'il était collaborateur, mais le consommateur, il est de moins en moins séduit justement par la marque marketing, et il est beaucoup plus séduit par la marque RSE. À travers les différents exemples que vous avez pu citer ou d'autres que vous allez pouvoir également partager, quels sont aujourd'hui les avantages pour ce fameux client, consommateur final? Qui veut commencer? Allez, Nathalie. Alors, je vais me lancer. Alors, oui, effectivement, enfin, il y a quelques chiffres qui m'ont marqué donc, d'un dernier baromètre Brandgagement. Aujourd'hui, 84% des Français attendent d'une marque qu'elle contribue à une meilleure société. C'était 64% seulement en 2016, donc il y a vraiment une très très forte évolution. Et d'ailleurs, 65% de ces mêmes personnes interrogées déclarent une préférence vers des marques qui sont engagées, alors qu'il n'était que 51% en 2016. Alors côté Air France, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'informations sur ce type de chiffres. Et jusqu'à présent, effectivement, ce qui ressortait dans les enquêtes, c'était vraiment plus l'attachement à la marque, au service, aux tarifs, aux fréquences. Et en fait, on a lancé une petite enquête aussi il y a quelques semaines. Et effectivement, pour 40% des personnes que l'on a pu interroger, l'engagement d'une compagnie aérienne en développement durable est un élément qui influence leur choix au moment d'acheter leur billet. Donc c'est vraiment, du coup, maintenant, ça commence une question forte. Ça commence, et 41% sont partagés, c'est-à-dire que oui, enfin voilà, ils sont indécis. Et donc ça veut bien dire que ces 41% vont aussi basculer à travers tout le travail d'accompagnement et de Tout sensibilisation que nous sommes en train de faire. Alors, ils vont justement peut-être passer dans et venir faire grimper ce chiffre de 40 à 60, exactement, voire plus. Exactement. Et donc je pense que les clients, bien sûr, les clients y ont un intérêt. On disait que les clients sont de plus en plus défiants par rapport aux marques. Je crois que, en tout cas, nos clients dans notre secteur d'activité, on voit que sur ces sujets de RSE, en fait, ils ont besoin d'abord d'être informés. Parce qu'effectivement, on essaye de faire passer des messages, peut-être marketing, sur des sujets qui sont complexes et sur lesquels on a besoin de donner plus d'informations, de donner plus d'explications, d'expliquer tout ce qui est fait. Et puis, effectivement, nos clients, je pense, ont besoin de se sentir acteurs. Ils ont besoin de rentrer dans le débat. Alors, c'est des débats pas toujours faciles, parce que voilà, ça nous challenge, ça nous fait nous poser les bonnes questions. Mais effectivement, ils ont besoin de ça. Et je crois qu'ils ont aussi besoin beaucoup de réassurance. Parce que voilà, je parlais du débat actuel de ces derniers mois. Nos clients nous ont interpellés, nous interpellent en nous disant « Mais dites-nous ce que vous faites, expliquez où vous en êtes, parce que nous, on a besoin d'être rassurés sur le fait qu'effectivement, l'aviation, que vous prenez les bonnes actions pour demain. » Alors on a des défis, des enjeux qui sont énormes, mais on a besoin aussi de rassurer les clients dans leur choix, voire aussi, en partie de les déculpabiliser. Et donc c'est important d'être dans l'engagement. Puis je vais prendre un autre exemple qui est sur un autre domaine que le changement climatique, qui est aussi dans l'engagement des clients. Alors, certes, on a développé des capacités pour nos clients aussi de compenser leurs émissions de CO2, parce que c'est aussi un engagement important, sachant que la compensation, c'est quelque chose qui est cohérent, et donc ce sont des services qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et puis sur un autre volet, en fait, depuis très longtemps, on a développé au sein d'Air France en fait, la possibilité à nos clients fidèles de donner leurs miles pour aider des ONG et des associations caritatives. Et c'est un volet qui fonctionne très bien. Alors,
les clients acceptent de donner leurs miles pour une bonne cause et Air France prolonge la validité de ces miles et contribue aussi auprès de ces associations. Et voilà, et c'est ce type d'engagement pour donner aussi du sens. Les gens ont besoin que leur achat ait plus de sens. Très bien. Stéphane, pour je voulais surtout dire que en fait, l'approche qui consiste à demander quels sont les avantages pour les clients est pas forcément, enfin, c'est pas forcément la question qu'il faut se poser. En réalité, c'est qu'est-ce que les clients attendent et en quoi ces enjeux sociétaux impactent leurs relations aux entreprises. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, quand je parle de Disney plus spécifiquement, on parle d'un tourisme qui est quand même un tourisme de masse. On accueille 16 millions à 17 millions de visiteurs par an et nos visiteurs viennent de toute l'Europe. Donc déjà, ils empruntent souvent l'avion et c'est une première expérience par rapport à cette notion d'environnement et de conscience des enjeux d'environnement pour eux. Mais ensuite, il faut qu'ils le retrouvent dans leur expérience chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils attendent surtout, c'est que l'entreprise, au travers de ce qu'elle propose comme service ou au travers de son offre, démontre qu'elle est engagée et qu'elle est consciente des enjeux de l'environnement de son activité. En fait, de ce point de vue-là, ils ne comprendraient pas, par exemple, que chez nous, on ne communique rien autour de, c'est le cas dans toute l'hôtellerie aujourd'hui, des petites étiquettes sur l'environnement pour éviter de jeter ou de mettre à laver les serviettes qui n'auraient pas été totalement utilisées. Donc ces petits écriteaux-là, par exemple, constituent aujourd'hui l'expression de l'engagement de l'entreprise, mais qui est aussi un engagement du consommateur. Et que le consommateur veut retrouver, parce que sinon il se dit, mais l'entreprise, elle ne prend absolument pas ça en compte. On a, par exemple, pris l'initiative l'année dernière, en été l'année dernière, de supprimer toutes les pailles et tous les gobelets plastiques. C'est un travail énorme, parce qu'en fait, je peux vous dire que les pailles dans les cocktails et partout, on en a de partout. Donc prendre une initiative pour arriver à s'engager à les supprimer, ça veut dire réfléchir à d'autres manière de proposer une offre dans laquelle, ça paraît ridicule, mais la paille a une importance. Quand vous le supprimez, d'un coup, vous avez quelque chose à recréer ou quelque chose à imaginer de nouveau. Les sacs plastiques, de la même manière, on a pris l'engagement de supprimer les sacs plastiques. Avant, dans une boutique, vous achetiez n'importe quel produit, on vous remettait le sac plastique Disney, qui était en plus une exposition de la marque, puisqu'en fait, en général, on faisait des beaux sacs plastiques avec, évidemment, Disneyland Paris, etc. Donc, aujourd'hui, on vend des sacs en plastique réutilisables. C'est-à-dire que la démarche consiste à dire nos visiteurs sont censés avoir leur propre sac à dos, leur propre sac. Par contre, s'ils en veulent un, on leur en propose un, mais qui soit respectueux de l'environnement. On a donc, je dirais, de ce point de vue-là, il y a une responsabilité sociétale de l'entreprise par rapport à son environnement. Et évidemment, quand on parle de transport aérien, c'est beaucoup plus évident et immédiat parce que la nuisance, on la voit tout de suite. Et il y a presque une honte aujourd'hui de certains salariés. J'étais dans un aéroport, je participais à une conférence la semaine dernière dans un aéroport français. Et clairement, j'ai compris, parce que je ne l'avais pas forcément réalisé, à quel point l'activité de l'entreprise peut être soit un levier, soit un handicap par rapport à des enjeux d'environnement qui manifestement sont au cœur de l'activité de l'entreprise. Et l'aérien, c'est le cas. Chez Disney, on ne va pas naturellement critiquer l'activité Disney parce qu'elle nuit à l'environnement. En revanche, il y a une responsabilité par rapport à un tourisme dans lequel il faut qu'on aborde ces sujets-là de manière responsable. Ok, qui veut prendre la parole donc, sur ces éléments soit différenciants sociétalement parlant, soit les bénéfices pour les clients. Agnès, tu veux enchaîner sur le... GRDF, et là je vais rebondir un peu sur la table ronde précédente et ce que Nadia notamment a apporté. GRDF, on est clairement inscrit dans la transition énergétique. Notre transformation de passer du gaz naturel, du gaz bleu au gaz vert, qui est produit à partir du biométhane. C'est clairement au cœur de notre projet d'entreprise. Et cette troisième révolution gazière, on est en train de la mener en même temps que la troisième révolution industrielle, oui, et au cœur de la révolution industrielle. Pour nous, c'est le digital, c'est l'intelligence artificielle, et c'est mettre à disposition de nos clients
la possibilité de suivre leur consommation de gaz pour mieux maîtriser leur énergie. Donc là, clairement, ça fait 3 ans qu'on offre ce service de suivi de consommation de gaz sur un espace privé pour l'ensemble de nos clients. Qui ont le compteur communicant, le fameux compteur jaune que j'espère certains d'entre vous ont déjà et peuvent bénéficier du coup de cette possibilité de mieux maîtriser son énergie. C'est suivre chaque jour sa consommation de gaz, avoir la possibilité de mettre des alertes. J'estime ma consommation mensuelle et puis si je la dépasse, j'ai sur mon smartphone j'ai une alerte qui arrive et qui me dit attention, là vous êtes en train de dépasser. C'est aussi la possibilité de se comparer avec d'autres foyers, d'autres maisons, d'autres appartements qui sont sur le même profil, avec des profils identiques. Donc voilà, on est clairement là-dessus. Et puis surtout l'aspect encore plus RSE aussi, il y a un accompagnement auprès des populations défavorisées. On a toute une équipe qui va au devant des populations et des foyers qui ont du mal à payer leur facture énergétique. Ça peut représenter un énorme budget pour certains. Et on les aide justement à travailler sur tous ces sujets et à prendre conscience et à les aider. Et là encore, je fais un gros clin d'œil à l'ADEME parce qu'on travaille vraiment en gros partenariat avec l'ADEME sur tous ces sujets-là. Super. Cédric, peut-être pour que vous ne soyez pas le dernier sur ce tour de questions. Alors nous, sur la clientèle, quand on prend les études sur le secteur, les attentes, elles sont évidemment de la qualité de service avant tout, du prix, et puis on voit monter d'année en année progressivement les préoccupations sociétales. Alors sur nos 2 grands enjeux aujourd'hui dans le secteur bancaire et financier, vous en avez un évidemment sur le financement de la transition énergétique. Donc là, il y a des volumes de financement et d'investissement attendus qui sont colossaux. Vous avez actuellement au niveau européen un trilogue qui est en cours et qui va aboutir à une taxonomie des actifs verts. C'est-à-dire que l'Europe est en train de se mettre d'accord aujourd'hui sur ce que sera considéré demain comme étant du vert et de ce qui ne sera pas considéré comme étant du vert. Et personne n'en parle aujourd'hui dans les journaux. Pourtant, c'est fondamental parce que ça va engager une trajectoire pour l'ensemble de nos économies qui va être fondamentale, puisque un exemple sur le secteur bancaire et financier, nos régulations prudentielles, c'est-à-dire que lorsqu'on fait du crédit, on se doit de mettre une partie en réserve pour des questions de risque. Potentiellement, demain, la régulation prudentielle sera beaucoup plus favorable à financer et investir dans du vert que dans du pas vert. Donc vous imaginez le lobbying actuel d'un certain nombre de secteurs d'activité pour rentrer absolument dans le vert et ne pas être considéré comme du marron. Bon, ça impacte typiquement la relation avec nos clients côté marché professionnel et entreprise. Parce que demain, en tant que banque coopérative régionale, tout ça, ça peut paraître très global, mais en fait, ça va devenir très concret et ça l'est déjà. C'est comment on est capable, dans notre relation à ses clients, d'intégrer ce qu'on appelle des critères ESG, environnement, social, gouvernance. C'est-à-dire demain, comment on sera capable d'accompagner nos clients fortement émetteurs dans leurs projets de transformation, et c'est déjà le cas aujourd'hui, et comment peut-être on donnera une prime également à certains clients particulièrement exemplaires sur, par exemple, leur impact environnemental. Mais ça pose des vrais sujets. Duralex, que vous connaissez tous, entreprise qui courait la faillite il y a quelques années de ça, entreprise qui a été largement soutenue par la Caisse d'épargne Loire-Centre, qui a été redressée grâce à des financements sur lesquels on a pris pas mal de risques. Duralex est extrêmement pollueur. Or, Duralex est un gros employeur du territoire. Et donc ça s'est fait sous condition de transformation de l'appareil productif et de la consommation énergétique, et c'était une condition d'aller financer Duralex. On ne vous finance pas pour reproduire le modèle qui aujourd'hui est à bout de souffle, on vous finance parce qu'aujourd'hui vous êtes capable d'engager un modèle de transformation. Ça c'est pour les clients BDR, ce qu'on appelle BDR, Banque des décideurs en région, professionnels, entreprises. Et puis vous avez le client particulier, nous au quotidien dans notre relation avec la banque, et là on a une responsabilité particulière sur l'inclusion bancaire. La banque, ce n'est pas un service tout à fait comme les autres.
Non pas qu'on puisse se passer du transport aérien, il faudra prendre des avions pour se déplacer, mais la banque, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Il faut aller dans une banque pour vos opérations financières. Et donc, on a une responsabilité particulière à ouvrir la banque au plus grand nombre, à tous. On a quasiment une mission de presque service public, finalement, à tenir sur ce sujet-là. Et là-dessus, on développe une action particulièrement volontariste sur la partie crédit, puisqu'aujourd'hui, l'essentiel de l'exclusion bancaire en France se consacre ou se cristallise sur la question de l'accès au financement et au crédit. Et on développe du microcrédit et on développe des solutions pour des clients fragilisés. Je vous donne un deuxième élément que la presse n'a pas relayé non plus, mais qui me paraît fondamental aujourd'hui dans notre pays, c'est que les banques se sont vues imposer, il y a 2 ans de ça, l'obligation de cibler, d'identifier dans leur clientèle des clients dits fragiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ont une obligation de tracer dans leur système d'information et dans leur relation client des clients selon un certain nombre de critères de fragilité et de leur écrire systématiquement pour leur proposer des solutions. Bon, on travaille en ce moment avec d'autres entreprises, d'autres grands groupes, dans le cadre d'un collectif qui a été impulsé par Emmanuel Faber, quelqu'un a cité Danone tout à l'heure, pour voir comment, collectivement, y compris avec les pouvoirs publics, l'OCDE et un certain nombre d'acteurs, on peut arriver à construire une réponse globale pour ces clients en situation de fragilité. À partir du moment où il nous faut les identifier et où on a envie de les aider, quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer? Et là, ça ne va pas de soi, il faut construire des solutions nouvelles. Je prends l'exemple de l'énergie, je prends l'exemple de l'eau, je prends l'exemple de la mobilité. Aujourd'hui, en Île-de-France, la région a décidé de lancer une ZFE, une zone de faible émission, c'est-à-dire qu'à l'horizon de 2030, on va se passer du véhicule thermique dans un périmètre qui est celui de la 86. Bon, dès l'année prochaine, ça veut dire très concrètement que les vignettes 5 et hors vignettes ne rouleront plus dans ce périmètre, ou en tout cas se verront taxés d'une amende si c'est le cas. C'est 28 000 ménages en précarité aujourd'hui qui ont besoin de leur véhicule pour leur travail, qui ne pourront pas circuler. Quelle solution on trouve à ça? Et donc là, il faut tous qu'on se mette autour de la table, parce que les solutions, c'est maintenant qu'il faut les trouver. Voilà. Les identifier. Merci. Alors, côté Roland-Garros, le bénéfice pour le visiteur? Nous, on voit que les visiteurs sont de plus en plus sensibles. On a des équipes vertes qui sensibilisent depuis des années, qui étaient prises au tout début pour des Greenpeace. Aujourd'hui, c'est vraiment des discussions qui s'engagent. On voit bien, les spectateurs ont envie d'en savoir plus, ont envie de comprendre ce qu'on fait de nos déchets, etc. Mais j'avais envie de parler de 2 sujets là-dessus. C'est nos partenaires. En fait, nous, on a une grosse relation avec des sponsors et des partenaires. Et ça, la RSE, c'est vraiment un territoire d'innovation incroyable. Je vois dans les activations qui aujourd'hui, les partenaires, on est dans du système de sponsoring for good, cherchent des activations qui ont du sens. Et du coup, on les offre finalement à nos spectateurs, des activations intéressantes sur l'énergie renouvelable pour les enfants, sur des gestions de déchets, des récupérations de systèmes d'eau, etc. Et là, je dois dire que vraiment, entre ces partenaires qui ont les moyens de nous aider en fait, à proposer des activations, entre aussi avec l'engouement des joueurs aussi qui sont prêts à intervenir pour faire des messages sympas pour les spectateurs. Oui, je pense que du coup, innovation, message, implication de joueurs ou d'athlètes dans tous les sports, et on verra à Paris 2024 qui peuvent prendre la parole et du coup impacter des jeunes populations hyper captives. Oui, je vois un bénéfice direct. Et puis il y a aussi le sujet alimentation qui est pour moi assez spectaculaire. L'alimentation, avant on nous dit toujours... les spectateurs avaient envie un peu de se lâcher quand ils venaient dans des journées comme Roland-Garros. J'imagine que Disney, c'est pareil. Aujourd'hui, ils sont très sensibles à une alimentation. Nous, on n'a plus le choix. On a un plan d'alimentation durable assez drastique. Et finalement, une qualité d'alimentation plus saine, plus bio, plus labellisée, de saison, c'est quelque chose que recherchent les spectateurs. Et là, je le vois aussi directement. Ce n'était pas du tout l'objectif recherché. Parce qu'encore une fois, il y a encore 5 ans, les spectateurs avaient envie de se lâcher sur de la nourriture et manger les trucs qu'ils ne mangent pas forcément chez eux. Là, aujourd'hui, ils sont hyper sensibles à une alimentation même plus végétarienne qu'avant. Ce n'était pas un sujet, il y a encore, même auprès des VIP. La viande rouge était quelque chose d'obligatoire. Aujourd'hui, une alternative végétarienne, c'est quelque chose qui est mieux ressenti. Et voilà, du coup, je vois ce genre de bénéfices directs et il peut y en avoir encore plein d'autres. D'accord, mais peut-être vous allez pouvoir enchaîner maintenant et ce sera ma dernière question sur le bénéfice maintenant pour les collaborateurs. On a vu
Il y a nos clients finaux, mais les collaborateurs, à travers ces démarches, comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent plus fiers, plus engagés? Est-ce qu'eux-mêmes poussent aussi des initiatives complémentaires? La fierté d'appartenance est une évidence, et surtout dans les jeunes générations. Beaucoup sont déjà impliqués, avoir intégré une entreprise, on l'a déjà dit, qui est engagée ou qui cherche à faire des efforts. C'est une évidence pour les collaborateurs, c'est le petit plus. Et puis je dirais, nous, de manière aussi directe, le fait qu'on soit sur des certifications, les process de fait sont obligés de s'améliorer, les partages nécessaires, les évaluations, les formations. Donc finalement, il y a un bénéfice aussi structurel sur les collaborateurs, même si il y a encore beaucoup à faire sur la sensibilisation générale. Elle n'est jamais totalement acquise, loin de là, avec le turnover, etc. Donc il y a une sensibilisation permanente à faire, mais il y a évidemment dans les process engagés et dans la fierté d'appartenance un enjeu. Peut-être on va faire enchaîner avec Stéphane justement pour rester dans le même univers justement de l'entertainment. Alors, les bénéfices. En fait, chez nous, en fait, vous nous avez dit tout à l'heure, il y a 100 personnes qui sont allées, donc on voit déjà que ils sont engagés. Ouais. Non, il y a plusieurs angles. D'abord, évidemment, l'angle de l'appartenance, mais je ne vais pas y revenir parce que il est évident, et plus ça va, et plus c'est le cas. C'est-à-dire que on a parlé de donner du sens. Un collaborateur aujourd'hui choisit une entreprise aussi parce qu'elle représente, parce qu'elle fait, parce qu'il va pouvoir y faire, et pas seulement parce qu'il a envie de gagner de l'argent et de faire carrière. Donc cet élément-là, il est une source d'appartenance, mais aussi d'attractivité. J'avais plaisir à écouter tout à l'heure le discours introductif sous l'angle il faut que l'entreprise présente dans un secteur ou dans des secteurs où il y a difficulté à recruter, des critères différenciants mais réels, sincères. C'est-à-dire que en fait c'est pas seulement, et on a eu déjà ce débat là ce matin autour de l'effet d'image. C'est-à-dire que je pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une sincérité, il faut qu'il y ait un vrai engagement, il faut qu'il y ait des réelles initiatives qui puissent être communiquées, et des preuves, mais des preuves, parce que si on communique, si on ne fait que communiquer, l'effet boomerang et les coups de bâton en retour, il est encore pire que ce qu'on aurait pu imaginer comme un bénéfice. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une question d'attractivité dans des métiers en tension. Moi, je le vois sur un certain nombre de métiers qui sont forts chez nous, notamment les métiers de la restauration. Il y a une concurrence énorme entre les différentes entreprises. Alors, je ne dis pas que les aspects de responsabilité sociale d'entreprise sont ce qui fait la différence, mais en tout cas, ça fait une différence parce que selon le portage et la culture, l'ADN, ce que démontre l'entreprise, on a envie d'y aller ou pas, et on a envie d'y rester ou pas. Et de plus en plus, il y a quand même à la fois cette volatilité pour les salariés qui ne vont pas y retrouver leur compte par rapport à des engagements personnels qu'ils ont, et je le vois avec les volunteers chez nous. En fait, il y a un attachement à l'entreprise, mais aussi au travers de ce qu'ils font en dehors de leur rôle strictement professionnel. Et s'ils ne le retrouvent plus, à un moment donné, ils vont bouger, aller ailleurs dans une entreprise où ils vont aussi pouvoir s'épanouir par rapport à des passions, par rapport à des enjeux très personnels et qui dépassent très largement leur job. Donc oui, évidemment. Alors nous, en plus, on vend de la magie et du rêve. Oui. C'est ce qu'on vend à nos clients. On ne le vend pas forcément à nos salariés parce que ça reste un travail, mais n'empêche qu'il faut créer les conditions au sein de l'entreprise, à la fois en termes de culture, de valeurs, mais aussi d'initiatives qui sont portées par l'entreprise pour que les salariés s'y retrouvent. Et puis, dernier point qui a été aussi évoqué, c'est vrai que c'est pas seulement pouvoir attirer, c'est pouvoir aussi utiliser toute la créativité de nos salariés. Et ça ne peut fonctionner en interne que si effectivement ce sentiment d'appartenance se traduit par des propositions, des initiatives. Il y en a beaucoup qui sur le terrain, parce que les salariés ont des convictions personnelles et sur parfois des petites ou des plus grandes initiatives qui viennent alimenter des démarches de l'entreprise, que ce soit sur l'environnement, la diversité ou le bénévolat. Donc on s'enrichit aussi de l'apport de nos collaborateurs et de ce qu'ils peuvent nous apporter pour engager des initiatives qui correspondent à ce qu'eux pensent devoir faire. Merci. Cédric. Sujet un peu difficile. Parce qu'on est quand même là aujourd'hui dans une conjoncture pour le secteur bancaire qui est pas bonne.
Les taux, vous l'avez constaté, et vous en avez profité pour vos crédits, sont très très bas. Ce qui ne facilite pas notre modèle d'affaires, hein, qui en France est fortement dépendant des taux d'intérêt. Et avec un horizon à moyen long terme qui est lui aussi un peu compliqué, puisqu'on est sur aujourd'hui une automatisation d'un certain nombre d'activités, sur des nouveaux entrants concurrents qui sont des costauds, hein, je pense aux GAFA notamment. Donc voilà un peu le contexte. Donc il faut être très humble en matière de responsabilité sociale quand on s'adresse aux salariés dans ce contexte-là, puisque vous imaginez qu'un contexte comme ça fait peser de fortes attentes sur les collaborateurs en termes de productivité, en termes de coefficient d'exploitation, de réduction des charges. Donc il faut être très prudent évidemment à ne pas les approcher sous l'angle du gadget, parce que là, ils vous le font avaler dans la seconde. Donc je dirais que là déjà la RSE doit être facilitatrice, c'est-à-dire que dans un contexte comme celui-là, elle doit essayer d'apporter plus de solutions que de problèmes et de contraintes aux collaborateurs. C'est comment je vais pouvoir t'aider dans l'exercice de ton métier à intégrer une dimension supplémentaire, mais pas juste pour intégrer une dimension supplémentaire, parce que cette dimension supplémentaire, elle va t'aider toi aussi à développer ton métier et ton activité. Et donc quand je parlais des clients entreprises pour ce qui nous concerne, on essaye vraiment d'avancer avec des collaborateurs sur nos centres d'affaires clients entreprises pour voir comment eux vont pouvoir intégrer de l'extra-financier dans l'analyse de la comptabilité et des finances de leurs clients, mais pour enrichir quelque part leur relation avec ces clients. Ce n'est pas juste pour aller cocher 10 cases de plus et à la fin dire celui-ci il est particulièrement performant et celui-là ne l'est pas. Donc ça, c'est première tactique, on va dire, pour nous. Deuxième, c'est de créer de l'adhésion, évidemment, sur tous ces projets qu'on lance. Et là, on a un gros travail et je pense qu'on peut progresser encore, en tout cas en ce qui nous concerne, sur la sensibilisation et l'information des collaborateurs, parce qu'on voit que dès qu'on le fait, ça réagit quand même positivement. Globalement, on est toujours confronté à des gens qui nous disent « je ne savais pas, je suis très intéressé de l'apprendre ». Bon. Donc ça, il y a vraiment un travail de généralisation et de systématisation dans un contexte où ils sont déjà saturés d'informations. Donc il faut trouver aussi des nouvelles manières de le faire. Il faut être un peu innovant sur les canaux aussi, y compris les canaux digitaux. Et là, il faut faire feu de tout bois, y compris des réseaux sociaux. Et puis, troisième niveau, je dirais, alors là, c'est leur faire franchir le cap de l'engagement par eux-mêmes, c'est-à-dire vraiment les rendre acteurs d'une démarche sociétale de l'entreprise. Et moi, j'étais un peu sceptique sur ce sujet, et on a réalisé une étude là récemment avec Pro Bono Lab dans plusieurs caisses d'épargne. Je me demandais dans quelle mesure les collaborateurs seraient intéressés effectivement à contribuer à des actions sociétales venant de leur employeur. J'ai toujours eu un peu ce doute de me dire mais finalement les gens n'attendent pas de leur employeur ça, d'autres choses, et puis ils le font à titre privé. Bon, il se trouve qu'on a un très très bon taux de réponse sur cette étude qu'on a fait. Là, on a touché quand même un bon 1500 ou 2000 collaborateurs. Et on a visiblement une majorité d'entre eux qui expriment un besoin, une attente particulière sur ce sujet-là. Et là, on a plein aujourd'hui de formats disponibles pour construire ça, que ce soit le marathon pro bono sur une journée, que ce soit la semaine de solidarité, que ce soit les Citizen Day comme peut le faire L'Oréal. Donc nous, on embarque déjà aujourd'hui entre 4 et 5 000 collaborateurs sur des actions d'engagement. On va essayer de systématiser ça, mais ça nécessite de travailler en étroite intelligence avec la DRH, parce qu'il faut évidemment que tout ça soit aligné par rapport aux objectifs de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise souhaite faire du team building, auquel cas on va choisir un format d'engagement en particulier? Est-ce qu'elle souhaite valoriser éventuellement certaines compétences chez certains collaborateurs? On va partir sur des formats différents. Donc il y a aussi une stratégie à déployer et un management de l'engagement des collaborateurs, et pas seulement au petit bonheur la chance à travers quelques actions éparpillées ça et là. Voilà. Merci. Du coup, il reste Nathalie ou Agnès. On terminera par Nathalie. Chez GRDF, je veux dire que nos collaborateurs, ils sont tous très engagés sur la transition énergétique. Encore une fois, le projet entreprise 2019-2023, il est sur les gaz verts et tout le monde a relevé le défi chez nous. Il y a une académie des gaz verts qui s'est créée. C'était sous l'impulsion de la DRH, de notre DRH, et tout le monde voulait y aller. Tout le monde veut rentrer dans cet engagement fort. Au-delà de la transition énergétique, c'est et je vais revenir sur le cas que j'ai cité en introduction. C'est aussi un engagement sociétal. C'est beaucoup de choses autour de l'innovation.
bien mettre toutes les startups dans l'écosystème. Nous, les grosses entreprises, on a aussi cette responsabilité-là. De donner leur chance aux startups. Alors c'est bien évidemment autour de solutions comme l'accessibilité là, pour les sourds et malvoyants. C'est aussi autour du digital, de l'intelligence artificielle, tous les outils qu'on développe. On fait beaucoup appel aux startups. Ce cas-là de l'accessibilité aux sourds et malentendants, on est aussi en train de le travailler pour les aveugles et malvoyants avec notre site grdf.fr. Et finalement, nos collaborateurs, ça leur fait prendre conscience aussi des différences. Ça leur fait prendre conscience des handicaps de certains. On a vu nos conseillers qui changeaient leur comportement, qui vont être plus attentifs à bien articuler quand ils s'adressent aux personnes. Et puis, et je vais conclure là-dessus, ça a permis aussi alors notamment dans les services du siège de GRDF, de prendre conscience des handicaps, ce qu'on appelle le handicap non visible. On a beaucoup de personnes qui sont atteintes de ces handicaps non visibles. Et le fait d'en parler, de dire que pour nos clients, on allait développer des services particuliers, ça fait prendre conscience aussi qu'on a un collègue qui va être un peu malvoyant, malentendant. Et ça, j'ai envie de dire, c'est aussi bien inscrit dans l'ADN de GRDF. Et j'ai vu les belles transformations que ça pouvait avoir chez nous. Merci. Le mot de la fin sera pour toi. Et alors, beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que la RSE au sein d'Air France, c'est un sujet qui est extrêmement fédérateur et qui est porteur de sens. C'est vrai que les salariés ont de plus en plus besoin de retrouver peut-être plus de sens à leur travail. On a beaucoup parlé aussi des jeunes générations. Je crois que nous, grande entreprise, on est aussi sollicité par exemple, le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie conscience des jeunes générations qui nous demandent des comptes avant même de vouloir postuler, même si on reste très haut dans les classements, mais on voit qu'on sera de plus en plus challengé. Donc, c'est un vrai aussi sujet pour la marque employeur. Et moi, j'aimerais faire le parallèle parce que, en fait, moi, j'ai eu la grande chance de participer, avant de prendre la responsabilité de la RSE au sein d'Air France, à la création d'Esprit de Service France. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de liens et de cohérence. Alors, moi, je voyais déjà de la cohérence dans le parcours, mais effectivement, on retrouve beaucoup de choses par rapport à l'esprit de service. On retrouve d'abord l'importance aussi du leadership, de messages qui viennent d'en haut, d'une incarnation aussi de la RSE. On retrouve aussi beaucoup le fait que nos salariés doivent être les ambassadeurs de l'ADN de la marque, des valeurs. Que, en fait, quand on parle de RSE, on parle aussi d'engagement. Alors, on parlait effectivement esprit de service, c'est l'enchantement. La RSE, ça fait aussi partie de l'enchantement, parce que quand on redonne du sens, ça fait partie de l'enchantement. On parlait de l'engagement et en fait, on parlait aussi des comportements parce que voilà, c'est aussi réfléchir à ses propres comportements pour pouvoir donner les bons messages aussi vis-à-vis des clients. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a une continuité et une évidence, et je crois que maintenant d'ailleurs on ne fait plus de la RSE, c'est plus une petite équipe qui s'occupe de faire du réglementaire d'un côté, mais la RSE doit effectivement se développer et partout dans l'entreprise, et je crois que RSE expérience client maintenant c'est on va pas pouvoir parler des deux de façon séparée. Et je parlais avec Raphaël qui me disait qu'effectivement maintenant, y compris à la Poste, c'était complètement intégré. Et effectivement, je pense qu'on va
peut-être devoir rebaptiser esprit de service responsable, ou je ne sais pas, mais voilà, on c'est une vient de idée. changer toute la marque et tout le logo. Merci Nathalie. Moi, en effet, je pense que à travers vos témoignages, on a bien vu que c'était ça aussi, justement, l'esprit de service, c'était d'aller au-delà du réglementaire à travers toutes ces initiatives que vous avez pu engager. Certaines sont sur des points très très émergents, mais elles seront peut-être demain la norme et le mainstream de demain. Et c'est là-dessus qu'on a toutes nos chances d'avancer ensemble et puis de gagner. Pour tout le monde, en fait, qu'on soit collaborateur, client, citoyen ou consommateur. Merci à vous 5 pour vos témoignages, votre transparence. C'était très très riche.